Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens en partenariat avec le journal La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, ancien ministre du Logement dans le gouvernement Fillon. Pour vous interroger, Christine Boutin, cette semaine, Laurent de Boissieu pour le journal La Croix, bonjour. Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. Madame Boutin, depuis une semaine, le débat sur le mariage pour tous se poursuit. K1, KA à l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés se sont quittés peu avant 4 heures sans avoir voté l'article 4 du projet de loi qui prévoit de remplacer de temps en temps le terme parent pour celui de père et mère. En 98, c'est vous qui étiez la figure de proue du combat contre le Pacs. Alors je suppose que vous suivez attentivement ces débats à l'Assemblée. Qu'est-ce qui a changé en 15 ans ? Écoutez, ce que j'avais dit en 98 est en train de se réaliser aujourd'hui. L'opposition que j'ai menée effectivement en 98 contre le Pacs n'était pas naturellement un rejet des personnes homosexuelles, mais simplement pour moi, je l'ai dit et redit et encore redit, le Pacs était la première marche vers le mariage homosexuel. Il était tout à fait possible de rétablir l'égalité de droit vis-à-vis des personnes homosexuelles. Du reste, à l'époque, j'avais déposé des amendements qui le permettaient, sans créer un statut particulier. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la première phase, qui sera celle de l'adoption, de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée. On va y venir. Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame. En 98, malgré votre opposition, la loi est passée. Vous aviez organisé une manifestation qui avait réuni 100 000 personnes, je crois. Oui. On a l'impression que l'opposition est beaucoup plus massive aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Pourquoi ? Alors, pourquoi je pense qu'en 98, les Français partageaient cette idée, et du reste qui se traduit encore en ce qui concerne leur position sur le mariage. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pris à l'époque les conséquences de ce texte par rapport au fondement même de notre histoire. C'est-à-dire, je dirais même, j'aurai l'occasion sans doute dans l'émission de le développer, je pense que ce texte met à mal les droits fondamentaux, c'est-à-dire les droits de l'homme. Donc ça va bien au-delà du problème des homosexuels. Mais en 98, effectivement, la mobilisation française était beaucoup moins importante. Et aujourd'hui, moi-même, je suis surprise de constater vraiment un mouvement de fond. Le 13 janvier, il s'est passé quelque chose d'historique dans ce pays. Et je crois que le pouvoir politique en place n'a pas pris la mesure vraiment de ce qui se passait. Mais en même temps, pendant ces 15 années, l'opinion a bougé. On voit aujourd'hui même que l'opposition, en général, est plutôt favorable à l'idée d'un pacte civil. Donc, ce que vous contestiez il y a 15 ans, aujourd'hui, c'est la position de retranchement, je dirais, de l'opposition. Ce que je pense, c'est que le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est un sujet qui n'est ni de droite ni de gauche. Le problème de l'union civile, c'est une contorsion, je le dis avec force, de la droite pour essayer de trouver une réponse. Du reste, ils ne sont pas très à l'aise parce que comme ils ont refusé de le faire quand Sarkozy était au pouvoir, ils ne sont pas très à l'aise aujourd'hui par rapport à ça. À droite, vous avez des personnes qui sont pour le mariage homosexuel, et à gauche, il y a des personnes qui sont contre et des illustres qui sont contre. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de contorsion ? Excusez-moi. Je veux dire que pour avoir une petite réponse par rapport à cette opposition, parce qu'on ne peut pas être tranché, enfin si elle est très tranchée la position, c'est soit pour, soit contre, il n'y a pas de milieu dans cette affaire, pour ne pas paraître homophobe, ce qu'il craignait, et du reste on s'aperçoit, et j'en suis très heureuse, ce débat n'est pas enfermé dans le ringardisme ni dans l'homophobie. Mais au départ, c'était tellement la crainte d'être taxé d'homophobe, il fallait trouver quelque chose qui permette de s'en sortir. Et de toute façon, je persiste et de Chine, j'en ai parlé avec M. Fasquelle, qui lui-même a porté donc, l'idée d'union civile. Je lui ai dit, mais écoute, de toute façon, c'est inconstitutionnel. Si tu fais l'union civile ou l'alliance civile réservée aux homosexuels,
tu fais une stigmatisation qui fait que l'égalité n'est plus possible. Et ce n'est pas du tout la revendication de la communauté homosexuelle. Alors, une question de Romain Mazenot pour RCF. Sur la teneur des débats à l'Assemblée, l'opposition mène une guerre d'usure contre le mariage homosexuel. Il y a eu plusieurs centaines d'amendements identiques déposés. La gauche parle d'obstruction. Est-ce que vous craignez que finalement, c'est la manière dont la droite mène cette bataille conduise à détériorer l'image du travail parlementaire et du politique en général? Non, je ne crois pas. Je pense que certains Français peuvent se poser la question. Ils se posent davantage la question de savoir pourquoi il y a ce texte, alors qu'on devrait parler du chômage, du logement et bien d'autres choses. Et ils ont raison, parce que ce n'est pas quand même une priorité des priorités. Alors là, ce que fait la droite, c'est ce que faisait la gauche quand elle était dans l'opposition. Ce sont des techniques parlementaires classiques. Mais ce qui me frappe, pour suivre les débats, soit à l'Assemblée, soit sur Internet, c'est de constater, et je ne l'avais pas vu moi-même quand j'étais députée, c'est que ces amendements répétitifs permettent de prendre conscience de certains enjeux sur lesquels on n'avait pas obligatoirement réfléchi. Par exemple, le fait de mettre un S ou pas à père et mère, j'avoue que je n'avais pas vu les conséquences que ça pouvait avoir sur la filiation ou sur la parentalité. Et c'est à la suite de ces débats et de ces amendements successifs identiques qu'est sortie cette difficulté qui, naturellement, ne pourra que servir au moment du recours devant le Conseil constitutionnel. Laurent de Boissieu-Lacroix. On reviendra sur le fond du projet de loi, mais est-ce que vous-même, vous avez été longtemps parlementaire, est-ce que ce n'est pas difficile, est-ce que vous vivez bien de vivre ce débat, de suivre ce débat, non pas en tant qu'acteur, que député, mais en tant que spectatrice, en tant comme un citoyen, comme tout citoyen? Écoutez, je vis ça avec grand bonheur. D'abord, j'ai pris l'initiative de ne pas me représenter à l'Assemblée nationale, donc je n'ai pas d'amertume, je ne suis pas aigrie, voilà, et je n'ai pas été renvoyée par mes électeurs. Donc c'est très important. Et je pense qu'au bout d'un certain temps, ça faisait plus de 20 ans que j'étais députée, il faut savoir passer la main. Je pense que c'est très bien que je n'y sois pas, parce que si j'avais été députée, tout se serait cristallisé sur moi. On aurait dit c'est la réac, la ringarde et tous les noms d'oiseaux dont j'ai l'habitude de recevoir. Et ça aurait enfermé le débat, alors que le fait que je n'y sois pas a au contraire permis. Et du reste, j'ai pris comme stratégie de ne pas être très visible par rapport à toutes les actions extérieures, même si je suis très présente. Troisième raison de satisfaction, c'est que mon successeur Jean-Frédéric Poisson est un des piliers de cette fronde et qu'il est excellent. Mais ça, je le savais, ça sera un très grand député, Jean-Frédéric Poisson. Donc, je n'ai que satisfaction. Et au contraire, je peux apprécier avec expérience tout ce qui se passe dans l'Assemblée, dans toutes ses subtilités. Et à l'extérieur, je ne suis pas inactive, je puis vous le dire. Romain Mazenot pour RCF. Justement, aujourd'hui, à la tête du combat contre le mariage homosexuel, on voit beaucoup plus Frigide Barjot, Tuc Duhalderville, que vous connaissez bien. Quel regard vous portez sur la manière dont ils mènent cette bataille? Est-ce qu'ils font aussi bien que vous, moins bien que vous par rapport à il y a 15 ans? Ils font formidablement bien les choses. Ils font formidablement bien les choses. Frigide Barjot a permis aussi de décloisonner. On n'a pas pu enfermer ce débat dans le discours classique, la jupe plissée, le serre-tête et les talons plats. Je veux dire, Frigide Barjot, du reste, elle décontenance un certain nombre des nôtres, il faut quand même le dire. Mais elle permet justement de sortir de l'image dans laquelle on voulait nous enfermer. Quant à Tuc Duhalderville, c'est mon frère de cœur, vous savez. Donc voilà, je le connais très bien et il fait un travail magnifique. Et je pense que sa présence est indispensable pour la cohésion de l'équipe et aussi le sérieux des arguments. Clémence Soudaille, Radio Notre-Dame. Du côté des parlementaires, vous nous avez dit tout bien que vous pensiez de Jean-Frédéric Poisson, mais les autres qui sont aussi en tête de pont, je pense à Hervé Mariton, à Henri Guénaud, etc. Vous trouvez qu'ils font bien le job? Écoutez, Hervé Mariton est remarquable. Enfin, je le trouve vraiment... je les trouve tous, ce carteron-là, ils sont magnifiques parce qu'il faut quand même tenir physiquement. Il faut quand même tenir physiquement, c'est pas simple. Ceux qui sont dans la majorité, ils sont là pour assurer au moment du vote la majorité du vote, mais ils ne sont pas du tout investis dans la discussion. Du reste, on ne les entend pas, ce qui est incroyable. Du reste, ça commence à devenir un peu inquiétant, un peu trop même. Pas de prise de parole du gouvernement, ou quasiment jamais, maintenant, après une diarrhée verbale qui a été très importante, le rapporteur qui ne parle pas et les députés socialistes non plus. Alors, ceux de l'opposition,
l'opposition, et en particulier ceux qui sont en première ligne, c'est un effort physique et nerveux. Mariton est magnifique, Breton splendide, Guénaud. Alors moi, je porte l'idée du référendum depuis toujours, parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bon, si on en reparle, on verra ça tout à l'heure, mais Guénaud est splendide, a été splendide. Je suis heureuse qu'il ait pris la conscience de tous ces enjeux. Je ne voudrais pas en oublier, Meunier, très bien, Gosselin, magnifique, Le Fur, incroyable. Enfin, ils sont splendides. Et je sais que tous les encouragements qu'ils reçoivent de la part de la France invisible les aident aussi à tenir. Donc il y a une espèce de jeu du peuple invisible et des parlementaires qui sont en première ligne qui est très important. Et je pense qu'il y a un certain nombre de députés de droite qui étaient hésitants, etc., qui vont peut-être l'être encore, mais ils vont le payer très cher. Je ne les menace pas, mais je leur dis, ils vont le payer très cher. Ils ne se rendent pas compte. Les encouragements sont des lettres, des mails C'est des lettres, des mails, des tweets, c'est tout. Voilà. Et il y a une très grosse opération qui est lancée sur la saisine du CESE, du Conseil économique et social et environnemental, de pétitions. Vous vous rendez compte, il y a plus de 350 000 signatures qui sont aujourd'hui recueillies. Et on va avoir les 500 000. Donc j'appelle à ce que ça soit fait. Donc ça, même si, je ne sais pas si ça aboutira, mais aujourd'hui, il y a quand même 350 000 Français qui ont signé une pétition. Incroyable. Question de Laurent de Boissieu pour La Croix. Oui, vous avez parlé du référendum. Actuellement, il y a une controverse entre juristes pour savoir si ça peut relever ou non de l'article 11 et cette question-là. Bon, on peut en parler, mais la question n'est pas tranchée juridiquement apparemment. Au-delà, est-ce que ce sont les sujets de société comme celui-ci sont des sujets qui peuvent porter référendum, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque d'opposition trop forte entre les personnes, de dérapage dans un débat référendaire ? Sur l'article 11, je dis simplement, c'est de la responsabilité politique du président de la République. C'est lui qui le fera ou il ne le fera pas. Les bagarres entre juristes n'ont pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est la position politique et c'est la responsabilité personnelle du président de la République. En ce qui concerne l'appel au référendum, moi j'ai plaidé pour cela et j'ai plaidé à un moment où du reste les sondages étaient moins favorables qu'ils ne le sont aujourd'hui à la cause que je défends, c'est-à-dire l'opposition formelle au mariage homosexuel. Pourquoi ? Parce que, avant tout, je suis une ancienne députée, une républicaine, une démocrate, et que ce qui m'importe le plus, c'est la paix sociale dans notre pays. Je pense que si ce texte arrive à son terme, et je ne suis pas sûre qu'il ira jusqu'à son terme, il peut se passer des tas de choses. Vous pensez qu'il y a encore une possibilité qu'au Parlement, le texte ne soit pas voté pour des raisons définitivement extérieures, pour des raisons diverses, mais oui, je pense que oui. Quelles seraient ces raisons ? Excusez-moi de vous interrompre là, mais quelles pourraient être les raisons qui feraient que les députés et les sénateurs finalement ne votent pas ce texte alors que la gauche est majoritaire ? Remarque de Laurent de Boissieu pour La Croix. La mobilisation extrême du peuple invisible qui est en train de se lever et qui va se manifester, je vous le dis. Je parle pas uniquement de la manifestation du 24, mais c'est sans arrêt. Je suis stupéfaite, moi, justement par rapport à 99, de voir la mobilisation. Et j'encourage les Français à se lever. Alors, pourquoi le référendum ? Parce que je pense que si le texte est voté, ce que je ne souhaite pas, et j'espère pas, et je pense que c'est possible qu'il ne le soit pas, in fine, si vous voulez, parce qu'il y a le Sénat, le retour à l'Assemblée, il y a le recours dans le Conseil constitutionnel, enfin il y a encore beaucoup de choses. Et ce texte est aussi pris dans un ensemble de notre vie nationale. Le Mali, le chômage, qui cristallise quand même un certain nombre de mécontentements. Sur ce texte-là, si les Français ne sont pas consultés avec les risques que vous venez de souligner, mais personne n'obligeait M. Hollande de mettre ça en première lecture. Vous savez que c'était même pas marqué, tiens j'ai appris ça hier justement, c'était même pas marqué dans sa profession de foi du deuxième tour qu'il allait le faire, cette fameuse proposition 31. Bon, M. Hollande, il a pris la responsabilité de faire ça en première instance, en premier sujet. Si c'est la loi, compte tenu de la mobilisation, il est en train de fracturer la France. Lui qui voulait réunir la France, il est en train de la fracturer. Et je vous dis qu'il y aura de la passion si ce texte est imposé aux Français. Et la seule façon de rétablir la paix sociale dans notre pays, c'est le suffrage universel. C'est que les Français puissent se prononcer individuellement par le vote pour,
contre ou abstention. Cette majorité n'est pas légitime à porter la responsabilité dans le temps de la destruction de notre pays et de ses valeurs fondamentales. Ce n'est pas possible. Pourquoi cette majorité ne serait-elle pas légitime? Elle a été élue au suffrage universel. C'était une des propositions, vous l'avez rappelé, de François Hollande. C'est parce que cette majorité, ce n'est pas à la gauche que je vise, en l'occurrence. Je vous dis, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. Il se trouve que cette majorité, elle est là de façon temporaire. Même si elle est là pour 10 ans, ou pour 4 ans, parce qu'elle s'en irait avant, ou pour 15 ans, elle est de façon temporaire. Or, le texte qui nous est proposé est un texte de déstructuration de notre pays et de ses valeurs fondamentales. Et M. Cameron au-delà fait du problème de exactement la même chose en Grande-Bretagne? Non, mais monsieur, d'abord, on ne peut pas comparer l'Angleterre à la France. Je vous ferai remarquer que l'Angleterre a déjà la gestation pour autrui et la PMA. Il n'y a pas le caractère de filiation qui est lié au mariage. Ça n'a absolument rien à voir. Et du reste, je suis assez surprise de voir en France que ce soit un gouvernement socialiste qui prenne comme référence les principes libéraux anglo-saxons pour s'appliquer dans notre pays. Alors vraiment, c'est le reniement le plus total. Et les Français ne veulent pas de la philosophie anglo-saxonne, libérale, libertaire, comme règle du jeu de notre corps social. Laurent de Boissieu, La Croix. Vous dénoncez le caractère destructeur, selon vous, de ce texte-là. Au moment après le Pax, la droite, lorsqu'elle est venue au pouvoir, n'a pas abrogé et a laissé le Pax. Est-ce que, selon vous, la droite, revenant au pouvoir, devrait forcément abroger la loi sur le mariage? C'est de la foutaise, ça. Raconter une chose pareille, c'est de la foutaise totale. Parce qu'une fois que vous allez avoir les gens mariés, vous n'allez pas les démarier. Non. Et si vous démariez les homosexuels, ça serait une ségrégation pas possible. Donc vous seriez obligé de démarier les hétérosexuels. Que proposez-vous concrètement comme solution que la droite devrait présenter en 2017? Mais, cher monsieur de Boissieu, nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes là, mais c'est pour ça que la France profonde se réveille. Consciente ou non consciente, elle se rend bien compte que les enjeux sont majeurs. On est au pied du mur. C'est irréversible. C'est irréversible. C'est irréversible. Et je ne le dis pas pour faire peur, mais parce que c'est ma responsabilité de le dire. Soit la France le choisit, la philosophie libertaire, libérale anglo-saxonne, c'est-à-dire que c'est l'utilitarisme qui prime. Il y a des embryons trop, plutôt que de les laisser au congélateur, on va les donner à la recherche. Le vieux, il ne sert plus à rien. L'utilité, la utilité sociale, on le supprime, on fait l'euthanasie. Je veux dire, c'est clair. Et ça, je suis désolée, je suis heureuse plutôt de vous dire que ce n'est pas la France. Et la France, elle n'acceptera pas, je vous le dis, elle n'acceptera pas de se faire défaire. Alors, nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants pour poursuivre ce débat sur le mariage pour tous. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invitée cette semaine est Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate, ancien ministre. Pour vous interroger, Christine Boutin, Laurent de Boissieu pour La Croix, Clémence Houdaille pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF qui vous pose la première question de cette deuxième partie. Alors le gouvernement a finalement décidé d'attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique sur la PMA avant de présenter son projet de loi sur la famille. Mais Najat Vallaud-Belkacem m'a dit que le gouvernement ne serait nullement contraint par cet avis. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est une consultation pour la forme? Ah non, mais pourtant Dieu sait si Madame Belkacem a la beauté du diable et les idées du diable. Je vous dirais qu'elle a raison. Le Comité national consultatif d'éthique porte le nom de consultatif. C'était une reculade du gouvernement, en tout cas, de finalement en venir à consulter le Comité national d'éthique, alors qu'au début, ça n'avait pas été aussi clair. C'était même une demande de Christian Jacob. Oui, mais il avait parfaitement raison. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça a été retiré du texte actuel. C'est que la procréation médicalement assistée, la PMA et la GPA, gestation pour autrui ou mère porteuse, touchent naturellement à la bioéthique. Or, les lois bioéthiques, il est inscrit dans les lois bioéthiques, et là aussi je me suis beaucoup investi sur ces sujets, et du reste il y a un lien très direct entre les deux. Dans les lois bioéthiques, il est inscrit que tout débat sur les lois bioéthiques doit avant
être proposé au comité consultatif d'éthique. Si ce n'avait pas été fait, il y avait un risque d'inconstitutionnalité de la part de la loi actuelle. Donc, pour être précis, c'est le comité consultatif national d'éthique qui s'est auto-saisi. Mais bien sûr. Il n'a pas été saisi par le gouvernement. Mais bien sûr, et pour cette raison. Dans la mesure où on veut parler de la PMA, de la GPA, eh bien, le Conseil consultatif d'éthique doit se saisir. Alors après, il est consultatif. Alors c'est vrai que dans les faits, moi j'ai pu constater avec tristesse, parce que j'ai beaucoup dénoncé le Conseil national consultatif d'éthique, c'est que souvent les politiques abandonnaient leur pouvoir d'appréciation en étant conformes à l'avis du Comité national consultatif d'éthique. Mais la réalité, c'est que les députés peuvent très bien ne pas suivre l'avis du Comité national consultatif d'éthique. Ça serait peut-être du reste une première, si ça se passe ainsi. Mais vraiment, l'affaire a été démasquée pour des raisons politiques. Constitutionnel, ça a été retiré de la famille. C'est pour ça qu'il y a eu le flottement, du reste, entre Mme Bertinotti, ministre de la Famille, le Premier ministre, etc. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout au niveau du droit. Sur le fond, s'il n'y avait finalement que le mariage, sans l'adoption, comme c'est le cas au Portugal, comme sans la GPA, sans la PMA, est-ce que finalement ça vous conviendrait? Question de Romain Mazneau. Mais cher monsieur, la France, c'est pas le Portugal. La France, ce n'est pas les autres pays. Il se trouve qu'en France, ce qui est assez exceptionnel, nous avons un mariage civil et un mariage religieux. Dans la plupart des pays, des autres pays, il n'y a pas de mariage civil, c'est un mariage religieux. On se marie si on veut devant sa religion, l'officiant, et qui vous donne un papier, et après on va se faire inscrire dans l'administration et on voit qu'on est marié. Chez nous, c'est complètement différent. Chez nous, le mariage civil implique la filiation. C'est là le problème. C'est parce que nous avons une spécificité qui a été du reste reprise par les révolutionnaires en 1792. C'est quand même assez étonnant de voir que le mariage civil dans un pays laïque comme la France, où la vie privée est tellement séparée de la vie publique, comment se fait-il que les révolutionnaires de 1792 se sont occupés d'un acte aussi intime que celui du couple ? Ben, tout simplement parce que les révolutionnaires, d'abord, ont repris la tradition des principes judéo-chrétiens de la France, mais l'ont laïcisé pour faire en sorte que l'engagement d'un homme et d'une femme, et du reste, dans tous les travaux préparatoires au Code civil, c'est bien indiqué par Portalis. À l'époque, ça n'a pas été mis dans le texte, parce que c'était tellement évident que c'était un homme et une femme que ça n'a pas été écrit, mais dans tous les travaux préparatoires, c'était inscrit. L'engagement de cet homme et de cette femme devant la société, l'officier d'état civil, contre cet engagement de fidélité, etc. Il ne s'agit jamais d'amour, il faut remarquer, jamais d'amour. Et c'est normal, parce que comment définir l'amour, c'est un peu compliqué, c'est variable l'amour. Eh bien, devant cet engagement de cet homme et de cette femme devant la société, en contrepartie, assurait une solidarité en cas d'accident de la vie. Voilà, c'est ça le mariage civil. Donc, mariage, vous pouvez me parler de tous les autres mariages de tous les autres pays, ça n'a rien à voir avec le mariage civil français. Laurent de Boissieu pour la Croix. Alors, comme vous l'avez rappelé, en effet, le mariage emporte la filiation via la présomption de paternité et emporte également l'adoption. Mais il est aussi possible en France actuellement pour un célibataire d'adopter. Donc, de fait, il y a des couples homosexuels, des gens, personnes de même sexe qui vivent ensemble, l'un des deux adopte, mais l'enfant est de fait élevé par deux personnes de même sexe, on peut dire par deux parents. Seriez-vous favorable à ce que ces situations de fait qui existent, le parent qui n'existe pas juridiquement vis-à-vis de l'enfant puisse adopter cet enfant ? Alors, il y a différentes questions, je voudrais répondre parce que c'est une question très importante. Le problème de l'adoption par des célibataires est une aberration. Du reste, j'avais proposé en 2006, lors du fameux rapport de Mme Pécresse sur la famille, où j'avais dénoncé déjà tout un tas de problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, que si nous voulions être cohérents, il fallait supprimer l'adoption des célibataires. Ça, la droite ne l'a pas fait. Elle aurait dû le faire. Quand il y a une adoption par un homosexuel célibataire, il y a quand même là une complicité des services sociaux. Ça a été jugé que ça ne pouvait pas être un motif de refus de l'adoption, l'orientation sexuelle. Mais il n'empêche. Alors, les situations de fait, elles existent, mais moi je dis supprimer le mariage par les célibataires. On ne peut pas d'un côté, ce qui est notre cas, notre camp,
dire il faut un père et une mère et installer socialement une loi qui autorise le mariage pour l'adoption pour les célibataires. Il faut se rappeler pourquoi il y a eu ça. Ça partait d'un bon sentiment. D'un très bon sentiment. Il y avait une famille dont le père et la mère de 5 enfants étaient tués dans un accident de voiture. La tante, qui devait être bien placée politiquement, a voulu adopter ses enfants. Et il y a eu un texte, dans les années 50, 60, je ne sais plus, qui a autorisé, par générosité, par le palpitant, par l'affectif, à cette personne. Et après tout, et voilà où on en arrive aujourd'hui. La loi, ce n'est pas le palpitant, ce n'est pas l'affectif. Excusez-moi, Madame Boutin, mais est-ce que ce n'est pas un faux débat, puisqu'on sait très bien que la plupart des adoptions se font à l'étranger, et que par définition, à cause de la législation dans ces pays-là, les couples homosexuels ne pourront pas adopter à l'étranger? Bien sûr. En posant votre question, vous avez la réponse. Mais je me permettrai de vous dire qu'effectivement, si notre pays, comme tous les autres pays qui ont légalisé le mariage homosexuel le faisaient, les pays qui donnent des enfants à l'adoption le refusent, dans la très grande majorité des cas, à tous les pays qui ont accepté cette adoption. Mais quand on dit que cette affaire ne touche que les homosexuels, on voit bien que non. Parce qu'il n'y aura plus d'enfants pour les hétérosexuels non plus. Il faut bien le savoir, c'est un des effets qui montre bien qu'on ne peut pas saucissonner les choses et qu'en réalité, c'est tout à fait global. Encore une fois, pardonnez-moi, mais je tiens à dire vraiment profondément que moi, je suis pour l'égalité des droits. Je n'ai pas de jugement et les personnes homosexuelles sont égales en dignité. Et la égalité de droit doit être reconnue. Mais pas en matière de filiation. Mais pas en matière de filiation. Et le mariage n'est que le faux-né de la mise en application d'une idéologie qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus grave que ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, remarque de Laurent de Boissieu, puis ensuite question de Clément Soudaille. Mais j'entends bien votre cohérence sur l'adoption du célibataire, que vous voulez fermer pour l'avenir, mais pour les cas existants actuellement, est-ce que vous seriez pour que le conjoint qui n'existe pas juridiquement vis-à-vis de l'enfant puisse l'adopter? C'est possible, monsieur de Boissieu. C'est possible. L'autorité parentale a été donnée par la Cour de cassation en 2006. Pas une adoption au sens... Oui, elle a été donnée à un couple. Il y avait la mère biologique, enfin je ne sais pas si elle était biologique, du reste, mais enfin la femme, il vivait en couple avec une autre femme, et l'autorité parentale a été donnée à la compagne. Et c'est en général très restrictif. Non, mais il peut y avoir des adaptations. Il peut y avoir des adaptations pour cela. Juridiquement, on peut le faire. Ça a été fait en 2006. Et moi, je ne serais pas contre le fait, dans la mesure où effectivement on tarit la source en interdisant le mariage, l'adoption pour les célibataires, eh bien, que l'on puisse donner satisfaction à ces demandes, bien sûr qu'on pourrait le faire. Clément Soudaille. On entend des personnes répéter que l'ouverture du mariage aux personnes homosexuelles ne fait que ouvrir un droit à d'autres et n'enlève rien aux couples hétérosexuels. Vous n'êtes pas d'accord? Déjà, l'exemple que je viens de donner sur l'adoption. L'adoption étrangère va être fermée et ça sera fermé également pour les hétérosexuels. Donc voilà, je veux dire, heureusement, du reste, d'une certaine façon, mais heureusement que tout le monde est concerné dans cette affaire. On ne va pas stigmatiser, enfermer les personnes hétérosexuelles dans une boîte, les personnes homosexuelles dans une autre. La société, elle est composée de tous. Donc, bien sûr que les conséquences nous concernent nous tous. Et encore une fois, il n'y a pas une question de stigmatisation ni de jugement. Que l'on puisse faire l'égalité des droits, moi j'y suis favorable. Mais la demande n'est pas celle-là. La communauté homosexuelle, qui est minoritaire par rapport aux hétérosexuels. À l'intérieur de cette minorité, il y a une minorité militante qui agit. Et puis dans cette minorité militante, il y a une petite minorité qui, elle, sait parfaitement ce qu'elle veut faire. Et ce qu'elle veut, c'est détruire la société française. C'est pas compliqué. Elle veut que les fondements de notre société soient l'idéologie du gender ou du genre. Cette idéologie dont j'ai entendu parler la première fois en 1995, la personne qui m'en a parlé était une personne digne de foi, c'était une femme, et j'avais toute confiance en elle. Mais à l'époque, si ça n'avait pas été elle, j'aurais pensé qu'elle était devenue folle. C'est-à-dire, madame, cette idéologie qui affirme que ni vous ni moi, nous sommes des femmes. Mais si nous sommes des femmes, c'est parce que nous l'avons décidé. Et si M. de Boissieu et monsieur sont des hommes, c'est parce qu'ils l'ont décidé. Mais ils auraient très bien pu décider qu'ils étaient des femmes. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la négation de la nature. C'est la négation du principe de réalité. Les hommes et les femmes ne sont pas
fait pareil. C'est la théorie du genre. C'est la théorie du genre. Mais oui, mais c'est une théorie totalitaire, car en fait, elle nie la nature. Oui, elle remplace le culturel par le naturel. Au profit le naturel par le culturel. Au profit de la culture. Nous sommes tous des êtres issus de la nature, spermatozoïdes et ovules, et culture. Ce que veut cette idéologie, c'est nier la réalité naturelle au profit de la culture uniquement. Or, si c'est ce qui s'installe, vous savez très bien qu'il y a différentes cultures, et que la culture, elle deviendra totalitaire parce qu'il y aura un type de culture qui sera accepté et pas d'autre. On est dans le meilleur des mondes. On est chez Aldous Huxley. Vraiment. Et les Français sont en train de se rendre compte. Et c'est l'opposé de ce que nous croyons, nous. C'est de tout ce qui a fait la beauté de la France et son identité. C'est notre identité qui est touchée. C'est pas le problème des homosexuels. Le problème des homosexuels et de l'homosexualité n'est qu'un faux-né par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. C'est pour ça, on est dans le monde de la confusion. Aujourd'hui, on veut nier la réalité par un souci de toute puissance. Et je pense qu'ici, avec vous, avec ce que vous représentez au choix philosophique et religieux, je pense que vos auditeurs et vos lecteurs comprendront parfaitement ce souci, ce besoin de toute puissance. C'est tout à fait ancien, ça existe depuis la création, le besoin de toute puissance. Nier la réalité, nier la nature, nier l'existence de Dieu. C'est ça ce qui est en jeu. C'est ça ce qui est en jeu. Ce n'est pas le problème des homosexuels. Je vous le dis très clairement. Laurent de Boissieu, La Croix. Oui, je reviens sur on a parlé de la PMA et de la progression médicalement assistée de la gestation pour autrui. La loi actuellement concerne le mariage et l'adoption. Comment faites-vous le lien? Et selon vous, le lien est-il forcément indissociable entre la loi actuelle et la future loi sur la famille? C'est indissociable. J'ai toujours salué, en combattant bien sûr ce projet de M. Hollande, le fait qu'ils aient mis mariage et adoption. Si la droite avait été au pouvoir, elle aurait sans doute dissocié les choses, en faisant d'abord le mariage, parce que les Français étaient plutôt favorables, en se disant après tout, c'est pas notre problème, ils font ce qu'ils veulent, etc. Donc on aurait fait passer le mariage. Ça aurait été une hypocrisie. Pardonnez-moi pour la droite, je fais partie de la droite, j'assume parfaitement, mais je suis aussi lucide. Au moins la gauche, elle a lié les deux, mariage et adoption. Mais pas la PMA ni la GPA pour l'instant. Pour l'instant, non. Mais on sait très bien qu'on ira. Là, je ne me fais pas devin, je ne me fais même pas prophète. Je dis simplement la vérité. Parce que, une fois qu'on aura l'adoption, au nom de l'égalité, puisque c'est ce qu'ils font, du reste, ils n'auraient pas dû prendre le mot égalité, qui est piégeant pour eux. Ils auraient mieux fait de prendre un autre, mais enfin, bon, je ne vais pas leur donner des leçons. Non pas au nom d'un droit à l'enfant, mais au nom de l'intérêt supérieur des enfants adoptables, des enfants existants, des couples homosexuels. Non, mais les enfants existants des couples homosexuels, je suis désolée, qui viennent par GPA et PMA, ce sont des couples qui ont détourné la loi. Alors, est-ce que nous sommes dans un état de droit ou pas? Si on est dans un état de droit, on ne légalise pas un état de fait. Ce n'est pas possible. Ou alors, vous allez tout légaliser, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Donc, Mme Taubira n'aurait pas dû prendre, ou ses services, la circulaire qui a été publiée la semaine dernière. Bien sûr. Et vous savez, en politique, c'est toujours amusant, parce qu'il y a des choses inouïes. C'est quand même incroyable que ce soit sorti le jour du projet de loi sur le mariage homosexuel. Sa circulaire, qu'elle le veuille ou non, en fait, est un détournement qui légalise la procréation médicalement assistée à la gestation pour autrui à l'étranger. Donc si je vous comprends bien, Mme Boutin, dans 10 ans, on se retrouvera ici, sur ce même plateau, pour faire un débat sur la gestation pour autrui. Oh, ce ne sera pas dans 10 ans, ça va être bien avant. Ça sera bien avant, si ça se fait. Ça sera bien avant. C'est normal. Si on fait l'adoption, les lesbiennes vont dire, au niveau de l'égalité des droits, moi j'ai un désir d'enfant, mon cœur, mon amour, tout ça, j'ai besoin d'un enfant, donc donnez-moi l'autorisation de la PMA. Et ensuite, bon, ça sera peut-être dans un deuxième temps, mais encore, je n'en suis même pas sûr. Oui, c'est pour ça que je disais dans 10 ans. Mais... Les hommes vont dire, mais non, de l'égalité des droits, pourquoi nous n'en aurions pas? Donc voilà, la mère porteuse, elle est là, elle est dans le cœur, tout ça était dans le cœur du Pax, je vous le redis. Et aujourd'hui, ça apparaît plus clair. Clément Soudaille.
Radio Notre-Dame. Ce sont des débats qui engendrent des grandes tensions. Alors même si vous n'êtes pas en première ligne, vous êtes quand même visé, notamment sur Internet. Votre page Wikipédia a été caviardée. Vous recevez des insultes sur Twitter. Quel regard portez-vous sur cette ambiance? Est-ce que c'est Internet et les réseaux sociaux aussi qui décuplent finalement Écoutez, moi je trouve ça formidable, Internet, Twitter. Moi je trouve que toutes ces technologies sont magnifiques. Alors c'est un petit peu le besoin d'être toujours dans l'actualité. Mais enfin moi je suis très 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 active sur tous ces réseaux et je trouve ça très bien. C'est le risque. Alors je ne vais pas vous dire que j'ai le cuir tanné, parce qu'on ne l'a jamais complètement. Mais honnêtement, voilà. Moi, vous savez, je vais vous faire une confidence. Pour tous ceux qui m'insultent, qui éructent sur moi, je prie pour eux. Ça les emmerde, mais je prie pour eux. Voilà, nous marquons notre deuxième pause et nous nous retrouvons dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission. Retour sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens. Notre invitée est Christine Boutin, présidente du Parti chrétien démocrate. Pour vous interroger cette semaine, Christine Boutin, Romain Mazenot pour RCF, Clément Soudaille pour Radio Notre-Dame et Laurent de Boissieu-Lacroix qui vous pose la première question. Alors justement, le Parti chrétien démocrate que vous avez fondé, sous un autre nom, mais était membre fondateur de l'UMP en 2002, Jean-François Copé nous indiquait au moment de la présidentielle que votre déclaration de candidature, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout, avait rompu ce pacte d'association avec l'UMP. Alors, où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à l'UMP, dans l'UMP? Parce que votre député Jean-Frédéric Poisson a été soutenu et siège au groupe UMP. Alors, le Parti chrétien démocrate, dans ou hors de l'UMP? Pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de députés pour faire un groupe, mais ça viendra. Dans le cadre de la bipolarisation de la vie politique française et le quinquennat et les législatives, si on n'est pas dans le gros, on n'y arrivera pas. Donc le Parti chrétien-démocrate, effectivement, est actuellement en situation extérieure à l'UMP, mais nous sommes en négociation pour une convention électorale avec l'UMP. Nous gardons absolument notre autonomie de parti politique, même si ce n'est pas facile, hein, et on a besoin d'être aidé parce que c'est compliqué, financièrement en particulier, mais voilà, nous avons une volonté d'alliance électorale avec l'UMP. Vous lancez même une campagne d'adhésion en ce moment, je crois. Oui, absolument, on est en pleine... mais du reste, ça marche bien, ça se développe bien. Je suis très, très heureuse. Aujourd'hui, nous avons autant d'adhérents, c'est-à-dire à notre date, là, de février, que nous en avions à fin décembre 2012. Et vous avez touché les 800 000 euros que c'est en train de se solder, oui. Donc Jean-François Copé a payé. Jean-François Copé est un homme qui tient sa parole. Je dois dire que je découvre cet homme et avec lequel je n'avais pas une amitié personnelle particulière, mais je constate et je témoigne que Jean-François Copé est un homme qui tient sa parole. Quand il l'a donnée, il la tient. Question de Romain Mazenot pour RCF. Alors, selon une enquête TNS-Sofres récente, 47% des Français estiment que le Front National n'est pas un danger pour la démocratie. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que l'UMP va devoir trancher un jour, une fois pour toutes, la question de moins en moins taboue pour beaucoup d'électeurs UMP de l'alliance entre la droite et l'extrême droite? Je pense qu'il y a un décalage entre l'opinion et les cadres politiques, enfin les responsables politiques, qui n'ont pas encore complètement compris justement ce changement. Alors ce n'est pas vis-à-vis du Front National, moi je n'ai rien à voir avec le Front National, mais qu'il y ait une aspiration beaucoup plus forte des Français par rapport à nos valeurs traditionnelles qui sont mises à mal, en particulier en ce moment, c'est une certitude. Alors on peut dire que c'est droitisé. La France est un pays de droite depuis longtemps. Et ça se confirme. Qui vote à gauche depuis quand même plusieurs élections intermédiaires. Oui, mais et parce présidentielles. que nous n'avons pas été bons. Mais voilà. Mais au niveau des principes même, je pense que la France est fidèle à ses principes fondamentaux. Alors, pour être précis, Christine Boutin, oui, sur ce sondage TNS-Sofres, il y a 47% qui disent que le Front National ne représente plus aujourd'hui un danger pour la démocratie. C'est 8 points de plus qu'en 2012. Oui. Je crois que c'est 20 points de plus qu'en 90. J'aurais répondu que ce n'est pas un danger, oui. Je pense que j'aurais répondu comme les Français. Mais là où je veux en venir, c'est que justement l'habileté, vous me parliez de Jean-François Copé, c'est qu'il a compris ça avant les autres.
Il a compris ça quand on l'a enfermé dans des boîtes. Moi, je ne veux pas faire l'apologie de Jean-François Copé, mais enfin, je constate, de fait, entre la position... Alors, on a compris qu'il y avait des atomes crochus entre vous et Jean-François Copé, en tout cas. Oui, c'est évident, je le dis très clairement. Mais si vous voulez, dans l'UMP, entre la position, par exemple, de NKM, que j'aime beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizet. Nathalie Kosciusko-Morizet, fille intelligente. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le Front antinational. Oui. Mais qui aujourd'hui décide de ne pas voter contre le texte du mariage gay et s'abstenir. Comment peut-on, c'est vrai pour Bruno Le Maire aussi, mais comment peut-on s'abstenir sur un texte comme ça? Il faut avoir le courage de ses opinions, soit on vote pour, soit on vote contre, mais on ne peut pas être en abstention. Et donc, effectivement, Jean-François Copé, lui, a parfaitement compris l'orientation qui se traduit dans ce sondage et prend des positions très fermes. Et puis, il y a une autre sensibilité qui, à mon avis, mais il va y avoir... Vous allez voir dans les années à venir, il va y avoir une recomposition. Vous avez des gens de droite qui vont aller à gauche, et vous allez avoir des gens de gauche qui vont venir à droite. Vous n'avez pas répondu sur l'alliance. Est-ce qu'un jour ou l'autre, il faudra bien trancher sur la question de l'alliance? Je ne suis pas du tout certaine. Si l'UMP répond aux aspirations des Français qui ne sont pas au Front National, mais qui demandent un certain nombre de choses, du reste, les réponses que sont données dans ce sondage, les réponses qui sont données par Mme Le Pen ne sont pas acceptées par ceux qui disent ce parti nous fait plus peur. Donc, ce qu'il faut, c'est un positionnement politique de la droite républicaine. Eh bien, moi, je pense que l'orientation qui est donnée par M. Copé correspond davantage à l'évolution du peuple de France que celle qui est prise de ceux qui se tordent et qui ne savent plus trop quelle position prendre. Voilà, c'est Nicolas Sarkozy, au deuxième tour notamment de l'élection présidentielle, avait déjà fait cette orientation, donné des signes à cet électorat-là. Bien sûr. Ça n'a pas suffi, on a bien vu. Je pense même, je le dis sans vanité personnelle, mais je pense même y avoir été pour quelque chose, voyez-vous. Ça expliquera peut-être aussi la raison pour laquelle je me suis présenté à l'élection présidentielle en sachant très bien que je ne serais pas élu. Mais mon rôle a été important dans cette affaire et j'en suis très fière. Je suis très fière de ce qu'a dit M. Sarkozy et j'avoue que j'ai été bouleversée même par cette deuxième partie de son discours et de la fermeté sur laquelle il était sur tous les sujets dont nous venons de débattre. Attendez, votre question, j'ai perdu. Je disais simplement que Nicolas Sarkozy avait déjà donné cette orientation et que ça n'avait pas suffi. Oui, ça n'a pas suffi. Est-ce que c'est la bonne méthode? Oui, c'est la bonne méthode, parce qu'il s'est passé quelque chose. Nicolas Sarkozy est un homme que l'on aime ou que l'on déteste. Et je suis persuadée qu'il y a un certain nombre de personnes de droite qui détestaient Nicolas Sarkozy et qui n'ont pas pu dépasser leur détestation et n'ont pas voté ou ont voté à gauche. Mais c'était un moment ponctuel et je suis persuadée que Nicolas Sarkozy a de beaux jours devant lui. Clémence Houdaille, Radio Notre-Dame. Une question sur l'Europe, le Conseil européen qui doit avoir lieu aujourd'hui et qui doit décider de l'avenir de l'aide alimentaire qui permet aux associations de distribuer 130 millions de repas en France chaque année. À quoi sert l'Europe si elle n'assume pas? Je vais vous dire, quand j'étais ministre, vous avez eu la gentillesse de le rappeler, j'étais en charge de ça avec le ministre de l'Agriculture de l'époque. Et naturellement, m'occupant des SDF, etc., j'étais en première ligne. Je vois que les choses ne changent pas. On s'est battus comme des diables pour obtenir les financements nécessaires pour répondre à cette époque-là, enfin en 2009, aux besoins de la banque alimentaire, des banques alimentaires, d'Emmaüs, etc. C'est rien, c'est 1 euro par Européen. Que tous les ans on soit obligé. Ça devrait être la priorité, ça devrait même être, comment on appelle ça déjà? C'est des crédits sanctuarisés. Ces crédits-là devraient être sanctuarisés. C'est un crédit de la PAC, ça fait partie de la PAC. Mais c'est ahurissant qu'en France, en Europe, on soit obligé de se battre. J'ai proposé, et j'espère avoir un rendez-vous avec M. Berquet rapidement, pour essayer de voir si je peux l'aider. Mais c'est un scandale. C'est un scandale pour l'Europe. Moi, je demande la sanctuarisation avec une augmentation, parce que malheureusement, la crise est partout en Europe, une augmentation de ces crédits en priorité. C'est la première des choses qui devrait être remplie. Mais déjà, quand j'étais ministre, M. Berquet est venu me voir et avait très peur de ne pas avoir. On s'est démené, que ce soit la droite ou la gauche, ça ne change rien. L'Europe, il faut se battre pour défendre les plus faibles et les plus vulnérables de notre territoire. C'est une honte. C'est honteux.
Question de Romain Mazneau, RCF. L'autre jour, devant les eurodéputés à Strasbourg, François Hollande a dévoilé sa vision de l'Europe. Il a notamment plaidé pour une politique de change de la zone euro qui ne se fasse pas uniquement par la Banque Centrale Européenne. Les Allemands ne veulent pas entendre parler. Angela Merkel a envoyé une fin de non-recevoir à François Hollande. On constate que les désaccords sont nombreux entre la France et l'Allemagne, 50 ans après le traité de l'Élysée. L'état de la relation franco-allemande, ça vous préoccupe ? Ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de l'Europe et de chacun de ses États. Vous me parlez de la Banque Centrale Européenne. Personnellement, je n'avais pas voté l'autonomie de la Banque Centrale Européenne à l'époque. Vous avez voté contre Maastricht. J'ai voté contre Maastricht, j'ai voté contre le traité, le dernier, de Lisbonne, et je n'avais pas voté la Banque Centrale Européenne. J'étais scandalisée de voir, c'était à l'époque, maintenant on est revenu un peu là-dessus, mais maintenant que c'est voté, il faut revenir en arrière, c'est pas facile, mais où le politique abandonnait tout à l'économique. Alors même son pouvoir sur la Banque Centrale Européenne, il l'a abandonné au profit de technocrates, de banquiers, qui décident en réalité, puisqu'on est dans un système d'argent, qui décide en définitive de donner de l'argent là, pas en donner là, de faire ceci, faire cela. C'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. Donc je suis malheureusement... Ça me fait penser que l'anonymat du don de sperme, pardonnez-moi, je reviens là-dessus, je ne devrais pas, mais je l'avais dénoncé sur la bioéthique. Et aujourd'hui, on est en train de se poser la question, enfin, pardonnez-moi, je reviens là-dessus, ça ne va pas éclairer le débat, pardonnez-moi. Mais j'ai dit un certain nombre de choses. Sur la BCE, je n'ai pas voté pour le fait qu'on lâche, le politique lâche le pouvoir de décision à la BCE. Aujourd'hui, ce que propose le président de la République et les relations avec l'Allemagne, moi je souhaite qu'elles soient aussi bonnes que possible, mais il faut aussi que l'Allemagne se rende compte que la France étant quand même un de ses premiers clients pour son propre développement. Et donc, nous avons un destin lié. Quand il y a une demande de répartition sociale, moi je ne suis pas complètement hostile aux propositions de M. Hollande, que je combats pourtant de façon forte. Laurent de Boissieu, La Croix. On voit justement que vous avez beaucoup de combativité, bien que vous ne soyez plus député. Vous n'avez pas quitté la vie politique complètement. Est-ce que vous pourriez être de nouveau candidate à l'élection présidentielle ? Écoutez, c'est dans 5 ans, je ne crois pas, c'était mon anniversaire hier, je pense que chaque chose en son temps, j'ai fait ce que je devais faire, mais maintenant je suis dans une voie de transmission. Je suis dans la transmission avec la maturité, l'expérience d'une vie politique bien remplie et d'une liberté absolue. Maintenant, il y a des successeurs. Je suis en train de faire lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques de très grande qualité. Et j'espère qu'ils réussiront. Non, moi, je joue mon rôle. Je le joue avec joie. Et voilà. Et avec du recul, comment vous trouvez le président de la République, François Hollande? À l'instant, vous lui rendiez hommage sur son discours devant les parlementaires à Strasbourg. Est-ce qu'il a de l'épaisseur, suffisamment d'épaisseur? Est-ce que la guerre au Mali lui a donné ce surplus d'âme, si j'ose dire? Non, écoutez, là par contre, je suis désolée. Non, mais j'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus, c'est le président de la France, donc je n'en dirai pas plus, mais non. Vous n'êtes pas dans le consensus national qui s'est dégagé autour d'interventions au Mali? Ah si, Mali, j'ai soutenu à fond. Voilà, je n'ai pas eu d'état d'âme du tout, et je n'en ai pas. Quand la France est en guerre, on est tous ensemble, donc il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne la question plus précise de M. Blier, vous me permettrez d'être en recul. Alors j'ai une question que j'avais envie de vous poser depuis très très longtemps. Et on arrive au terme de cette émission, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais en 98, il y avait eu un incident extrêmement violent à l'Assemblée nationale et on vous avait offert un bouquet de fleurs. Et j'ai recherché en préparant l'émission et j'ai vu qu'il y avait eu tout un tas d'hypothèses sur qui avait envoyé des fleurs à Christine Boutin. Est-ce que 15 ans après, Madame Boutin, vous pouvez nous dire qui vous avait envoyé des fleurs? J'ai chargé Jean-Frédéric Poisson de révéler ce secret d'État après ma mort. Donc, je ne vous dirai rien. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, j'avais donc pleuré parce que le Premier ministre Jospin m'avait traité de marginale et d'outrancière. Je constate avec joie qu'il vit avec une marginale et une outrancière.
parce que je n'ai pas une virgule et un point à retirer de la magnifique démonstration de Madame Agacinski, à qui je rends hommage. Merci Christine Boutin. Fin de cette émission. La semaine prochaine, nous recevrons sur ce plateau Pascal Durand, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, successeur de Cécile Duflot, donc à la tête des Verts. Passez d'ici là une bonne semaine. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites des différents partenaires de l'émission ainsi que les principaux extraits. Bonne semaine, à très bientôt.